J'avais 68 ans, le jour où ma fille unique m'a brisé le cœur avec 10 mots. 10 petits mots prononcés avec un sourire admiratif, sans la moindre conscience du poignard qu'elle plantait dans ma poitrine. C'était un jeudi de novembre, l'un de ces après-midi parisiens où la pluie tambourine contre les vitres avec une régularité hypnotique. Mon appartement du 16e arrondissement baignait dans cette lumière dorée et mélancolique que seuls les candélabres en cristal de Baccarat savent produire. J'avais mis la table avec soin. Porcelaine de Limoges, argenterie héritée de ma belle-mère, serviettes brodées à la main. Claire devait venir déjeuner, ma fille, mon unique enfant, la personne pour qui j'avais sacrifié 3 décennies de ma vie. Elle est arrivée avec 20 minutes de retard, comme toujours, secouant son parapluie Burberry dans l'entrée avec cette nonchalance élégante qu'elle avait acquise au fil des années. 42 ans, belle comme un tableau de Renoir, vêtue d'un tailleur Chanel que je lui avais offert pour son anniversaire. Elle m'a embrassé distraitement sur les 2 joues, laissant une trace de rouge à lèvres Dior sur ma peau. « Désolée, maman. » Réunion interminable au bureau. Je n'ai rien dit. J'ai simplement souri et l'ai invitée à s'asseoir. Le déjeuner était simple mais raffiné. Sole meunière, haricots verts au beurre, une salade de mâche, une bouteille de Sancerre blanc, millésime 2018, respirait dans un seau à glace en argent. Pendant les 15 premières minutes, nous avons parlé de choses insignifiantes. La météo. Le nouveau restaurant japonais que Julien, son mari, voulait essayer. Les résultats scolaires de mes petits-enfants, Louis et Émilie. Claire picorait dans son assiette avec cette délicatesse affectée des femmes qui surveillent perpétuellement leurs lignes. Puis elle a sorti son téléphone. « Attends, maman, il faut que je te montre quelque chose. » Elle a fait défiler des photos avec l'enthousiasme d'une adolescente. Une maison. Non, une villa. Pierre blonde de Provence, volets bleus, jardin luxuriant débordant de lavande et de cyprès. Piscine à débordement avec vue sur les collines ondulantes. Terrasse en travertin. « C'est la nouvelle maison de Martine », a-t-elle dit, les yeux brillants d'admiration. Martine, ma belle-mère, la mère de Julien. Une femme que je connaissais à peine, que je voyais 3 fois par an lors des dîners de famille obligatoires, et qui me traitait toujours avec cette politesse glaciale réservée aux étrangères. « C'est magnifique », ai-je répondu machinalement, portant mon verre de vin à mes lèvres. Claire a continué à défiler les photos. Cuisine ouverte avec îlot central en marbre, chambres avec poutres apparentes, bureau vitré donnant sur les vignes. « Tu sais ce qui est incroyable ?» a-t-elle dit en levant les yeux vers moi, son visage rayonnant d'une admiration sincère. Martine a tout construit toute seule. Elle a commencé à 50 ans, après la mort de son mari. Pas d'héritage, pas d'aide. Elle a acheté un terrain, économisé sou par sou, géré les travaux elle-même. Elle n'a eu besoin de personne. Puis elle a ajouté, avec ce sourire innocent et dévastateur, « Pas comme toi, maman. » Le silence s'est abattu sur la pièce comme une chape de plomb. J'ai senti mes doigts se crisper autour du pied de mon verre. La sole, dans mon assiette, est devenue floue. Mon cœur battait si fort que j'entendais le sang pulser dans mes tempes. Pas comme toi. 4 mots, 4 syllabes qui résumaient tout ce que ma fille pensait de moi. Que j'étais une femme privilégiée, une héritière gâtée, quelqu'un qui avait tout reçu sur un plateau d'argent sans jamais avoir à se battre. J'ai reposé mon verre avec un contrôle que je ne savais pas posséder. Ma voix, quand elle est sortie, était calme, glaciale. Chaque mot pesait comme un diamant sur une balance. « Alors peut-être devrais-tu demander à Martine de financer ta vie, Claire. Je vais arrêter de payer tes factures. » Elle a cligné des yeux. 1 fois, 2 fois. Son sourire s'est figé sur ses lèvres, comme un masque de cire en train de fondre. « Quoi ? Tu m'as très bien entendu. » Son visage est passé de la confusion à l'incrédulité. Elle a posé son téléphone sur la table, lentement, comme si elle manipulait une bombe. « Maman, de quoi tu parles ?» J'ai planté mes yeux dans les siens, ces yeux bleus que je lui avais donnés, qui me fixaient maintenant avec une incompréhension totale. « Quelle facture ?» a-t-elle murmuré, la voix soudain toute petite. Et c'est là, dans ce moment suspendu entre l'ignorance et la révélation, que j'ai compris. Ma fille ne savait rien, absolument rien. Je me suis levé de table sans un mot.
Mes jambes tremblaient légèrement, mais je refusais de le montrer. J'ai traversé le salon, mes talons claquant sur le parquet en chêne massif, et je me suis dirigée vers mon bureau. Cette pièce que Claire n'avait jamais pris la peine d'explorer, préférant m'attendre dans le salon en feuilletant des magazines de décoration. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» Sa voix me parvenait de la salle à manger, teintée d'une anxiété nouvelle. J'ai ouvert le tiroir du bas de mon secrétaire Louis XV, celui que je fermais toujours à clé. Mes mains ont trouvé immédiatement ce que je cherchais. Un dossier en cuir bordeaux, épais, lourd du poids des années. Sur l'étiquette, écrit de ma main en encre noire, « Claire, dossier confidentiel 2005-2024 ». Quand je suis revenue dans la salle à manger, Claire était debout, les bras croisés, le visage pâle. Elle avait senti que quelque chose d'irréversible était en train de se produire. J'ai posé le dossier sur la table, entre nos assiettes encore pleines. Le bruit sourd qu'il a fait en tombant a résonné comme un verdict. « Assieds-toi » ai-je ordonné. Elle a obéi. Pour la première fois depuis des années, ma fille m'obéissait sans discuter. J'ai ouvert le dossier. Des dizaines de documents en sont tombés, relevés bancaires, contrats, factures, reçus, transferts automatiques. 20 ans de preuves soigneusement archivées. J'ai pris le premier document, un acte notarié daté du 15 mars 2012. « Ton appartement ?» ai-je commencé, ma voix parfaitement contrôlée. « Boulevard de Neuilly, 200 mètres carrés, vue sur le bois de Boulogne. Tu te souviens du jour où tu as signé ?» Claire a hoché la tête, les yeux fixés sur le document. « Tu avais 30 ans. Tu venais de te marier avec Julien. Vous cherchiez un logement plus grand. Tu as trouvé cet appartement et tu es tombée amoureuse. Tu m'as appelée, surexcitée, pour me dire que c'était parfait, mais hors de ton budget. J'ai fait glisser l'acte vers elle. Je l'ai acheté pour toi. 1 200 000 €, cash. Elle a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. L'appartement est à ton nom, ai-je continué. Pourquoi ? Pour que tu ne paies pas de droits de succession anticipés. Une stratégie fiscale parfaitement légale que mon notaire m'a conseillée. Tu croyais vraiment que Julien et toi aviez pu obtenir ce prêt bancaire tout seul, avec vos salaires de l'époque ? J'ai sorti un autre document, un relevé de compte mensuel, les charges de copropriété, 2 400 € par mois. Eau, chauffage collectif, gardien, entretien. 17 ans que je paie, sans interruption, 498 400 € au total. Ma voix restait neutre, presque mécanique, comme si je lisais un rapport financier lors d'une réunion d'actionnaires. Mais à l'intérieur, une tempête faisait rage. L'école, ai-je poursuivi en sortant une nouvelle liasse de papier. L'International School of Paris, 15e arrondissement. Louis y est entré en 2017, en CP. Émilie l'a rejoint 2 ans plus tard. Frais de scolarité annuels, 19 000 € par enfant. Cantine, activités extrascolaires, voyages scolaires, encore 5 000 € par an et par enfant. J'ai fait le calcul devant elle, écrivant les chiffres sur une feuille blanche avec mon stylo Montblanc. 8 ans pour Louis, 6 ans pour Émilie. Total, 672 000 €. Claire était livide, ses mains tremblaient sur la table. « Maman. » Je n'ai pas terminé. J'ai étalé d'autres documents comme un croupier distribue des cartes. Ton Audi Q7, 72 000 €, financé par mois. L'assurance tous risques, 4 200 € par an. Les réparations, l'entretien, en moyenne 3 000 € par an. 10 ans que tu conduis cette voiture, Claire, 102 000 €. Les vacances, Toscane, Maldives, Marrakech, Courchevel. Tu as toujours cru que Julien payait. Il payait sa part, pas la tienne ni celle des enfants. Moyenne annuelle, 25 000 €. 20 ans, 500 000 €. Les cadeaux, sacs Hermès, bijoux Cartier, vêtements de créateur, mobilier design. Tu as remarqué que je ne te demandais jamais ce que tu voulais pour ton anniversaire ? Parce que tu te l'offrais déjà toi-même. Avec ma carte de crédit supplémentaire. Celle que tu as dans ton portefeuille depuis tes 25 ans. J'ai sorti un relevé de carte de crédit. Les yeux de Claire se sont écarquillés en voyant les montants. L'année dernière seulement, tu as dépensé 87 000 € avec cette carte. Restaurant, shopping, spa, coiffeur, esthéticienne. Des choses que tu considérais comme normales.
comme si l'argent poussait sur les arbres. Le silence qui a suivi était assourdissant. On n'entendait plus que la pluie contre les fenêtres et la respiration saccadée de Claire. « Pourquoi ?» a-t-elle enfin murmuré, les larmes roulant sur ses joues. « Pourquoi tu ne m'as jamais rien dit ?» J'ai refermé le dossier lentement. « Parce que je voulais que tu vives bien, que tu ne manques de rien, que tu ne ressentes jamais. » Ma voix s'est brisée. Pour la première fois depuis le début de cette conversation, j'ai senti mes défenses craquer. Que tu ne ressentes jamais ce que moi j'ai ressenti. Claire me regardait comme si elle me voyait pour la première fois. Ses larmes coulaient sans bruit, traçant des sillons de mascara sur ses joues soigneusement maquillées. J'ai détourné les yeux. Je ne pouvais pas supporter cette vision. Pas maintenant. Pas alors que la colère et la douleur se livraient bataille dans ma poitrine. Je me suis dirigée vers la fenêtre. Paris s'étendait sous la pluie, gris et magnifique. Cette ville que j'avais conquise centimètre par centimètre, immeuble par immeuble, contrat par contrat. Tu veux savoir ce que j'ai ressenti ? Ai-je dit sans me retourner. Je vais te raconter. Ma voix était devenue plus douce, presque rêveuse. Les souvenirs remontaient à la surface, aussi vivaces que s'ils dataient d'hier. J'avais 35 ans. Ton père venait de mourir. Cancer du pancréas, stade 4. Du diagnostic au décès, 4 mois et demi. 4 mois où je l'ai vu se désintégrer sous mes yeux pendant que tu jouais au Barbie dans le salon, sans comprendre pourquoi papa ne se levait plus. J'ai entendu Claire suffoquer derrière moi, mais je ne me suis pas arrêtée. Marc n'avait pas d'assurance vie. Nous n'avions jamais eu l'argent pour ça. Il était architecte, mais débutant. Les beaux projets, les grandes commissions, ça viendrait plus tard, pensions-nous. Sauf qu'il n'y a pas eu de plus tard. J'ai posé ma main contre la vitre froide. Quand il est mort, j'ai découvert que l'agence d'architecture où il travaillait avait des dettes. Des dettes dont il était personnellement garant. 250 000 francs. L'équivalent de près de 40 000 € aujourd'hui. Les créanciers m'ont donné 6 mois pour rembourser. Tu avais 8 ans, Claire. Tu étais inscrite dans une bonne école publique du 15e. Tu avais des amis, une vie normale. Et moi, j'étais secrétaire administrative dans une compagnie d'assurance. Salaire mensuel, 8 000 francs, 1 200 €. Je me suis enfin retournée. Claire était effondrée sur sa chaise, le visage enfoui dans ses mains. La famille de ton père m'a proposé de l'aide, ai-je continué. Sa mère, ses frères, ils avaient de l'argent. Pas énormément, mais assez pour nous sortir de là. Tu sais à quelles conditions ? Claire a levé les yeux vers moi, rouge et gonflée. Que je leur confie ta garde, que je reconnaisse être incapable financièrement de t'élever seule, que je te vois un week-end sur 2 et pendant les vacances. Comme une mère divorcée. J'ai refusé. Le mot est tombé comme une pierre dans l'eau. J'ai refusé parce que tu étais tout ce qui me restait, mon unique raison de continuer. Et j'ai décidé ce jour-là que personne, jamais, ne me prendrait mon enfant. Je suis retournée m'asseoir à table, j'ai bu une gorgée de vin. Le Sancerre était devenu tiède, mais je m'en fichais. J'ai pris 3 emplois, secrétaire le jour, hôtesse d'accueil dans un hôtel le soir, ménage dans des bureaux la nuit. Je dormais 4 heures par jour. Tu te souviens de Madame Roussel, la voisine du dessous ? C'est elle qui te gardait quand je travaillais. Je la payais en faisant ses courses et son ménage le dimanche. Les 2 premières années, j'ai vécu d'eau et de pâtes. Je ne m'achetais rien. Pas de vêtements neufs, pas de sorties, pas de restaurant. Chaque centime était économisé pour rembourser les dettes, pour te nourrir, te vêtir, te payer tes cahiers d'école. Ma voix tremblait maintenant. 43 ans plus tard, la douleur était toujours là, intacte. Un jour, tu es rentrée de l'école en pleurant. Tu avais 9 ans. Une petite fille de ta classe avait organisé un goûter d'anniversaire. Toutes tes copines y allaient. Le cadeau coûtait 20 francs. Je n'avais que 15 francs dans mon porte-monnaie. 15 francs qui devaient nous nourrir jusqu'à la fin de la semaine. Tu as pleuré toute la nuit, et moi aussi. Le silence s'est installé. Un silence lourd, chargé de toutes ces années de non-dits. Le lendemain, ai-je repris, je suis allé voir mon patron à la compagnie d'assurance, Monsieur Delorme, un homme sec, rigide, qui ne souriait jamais. Je lui ai demandé une augmentation. Il m'a ri au nez. « Pourquoi mériterais-tu une augmentation, Madame Dupont ?
Tu fais ton travail correctement, rien de plus. Parce que je peux faire beaucoup mieux, ai-je répondu. Donnez-moi accès au dossier client. Je vais vous augmenter votre taux de rétention de 15% en 6 mois. Un fantôme de sourire est apparu sur mes lèvres. Il a accepté, par curiosité, je pense, ou par pitié, qu'importe. En 5 mois, j'avais réduit le taux d'attrition de 18%. J'appelais personnellement chaque client mécontent. Je trouvais des solutions, je négociais, j'ai obtenu mon augmentation et une promotion, chef de service client. C'était mon premier goût du pouvoir, Claire. La première fois que je réalisais que je n'étais pas impuissante, que je pouvais me battre et gagner. Claire n'avait pas bougé. Elle écoutait, figée, comme une enfant à qui l'on raconte un conte terrifiant. Sauf que ce n'était pas un conte. C'était ma vie, notre vie. J'ai repris, ma voix plus ferme maintenant. À 38 ans, j'avais remboursé toutes les dettes de ton père. J'avais même réussi à économiser 50 000 francs. Pas grand-chose, mais pour moi, c'était une fortune. Une fortune que j'ai investie. J'ai sorti une nouvelle pile de documents du dossier. Des actes notariés jaunis, des plans cadastraux, des photos d'époque. 1993, j'ai acheté mon premier bien immobilier, un studio de 22 mètres carrés à Belleville, quartier populaire à l'époque. L'appartement était dans un état catastrophique. Plomberie pourrie, électricité aux normes des années 60, papier peint moisi. Le propriétaire était désespéré de s'en débarrasser. Je l'ai eu pour 45 000 francs, il m'en restait 5 000 pour les réparations. Claire a relevé la tête. Comment tu as fait? Je l'ai rénové moi-même, enfin presque. J'ai appris. YouTube n'existait pas, mais il y avait des bibliothèques, des livres de bricolage. J'allais dans les magasins de matériaux et je posais des questions aux vendeurs. Certains se moquèrent de moi. Une femme qui veut refaire l'électricité toute seule? Bonne chance, madame. Un rire amer m'a échappé. J'ai passé 6 mois de mes week-ends et de mes soirées dans cet appartement. Tu te souviens de cette période où je te laissais souvent chez ta meilleure amie, Juliette? Tu pensais que j'avais rencontré un homme? Tu m'as même posé la question un jour. Les yeux de Claire se sont écarquillés. Oh mon Dieu, c'était... Oui, je ne rénovais pas pour un amant. Je rénovais mon avenir. J'ai montré les photos avant-après. Claire les a prises avec des mains tremblantes. Quand j'ai eu terminé, l'appartement était méconnaissable, parquet poncé et vitrifié, cuisine refaite, salle de bain moderne. Je l'ai revendu 85 000 francs, 40 000 francs de bénéfices nets, en 6 mois. C'était plus que mon salaire annuel. J'ai vu quelque chose changer dans le regard de Claire, une lueur de compréhension, ou peut-être de respect. J'ai réinvesti immédiatement, 2 studios cette fois. Même stratégie, acheter pourri, rénover, revendre avec profit. Puis 3 appartements, puis 5. À 42 ans, j'en étais à 15 propriétés. Je ne rénovais plus moi-même. J'employais des artisans, je déléguais, je gérais. J'ai quitté la compagnie d'assurance en 1998. J'avais 43 ans. J'ai créé ma propre société de gestion immobilière, Dupont Patrimoine. Tu avais 15 ans. Tu te souviens de notre déménagement dans cet appartement? J'ai fait un geste circulaire pour désigner l'appartement où nous étions. 16e arrondissement, avenue Foch. Tu étais tellement excitée. On va vivre comme des riches, maman. Tu avais dit ça en sautant sur le canapé Roche-Beaubois que je venais d'acheter. Tu ne m'avais pas demandé comment j'avais pu me l'offrir. Tu avais juste présumé que... Quoi? Que j'avais hérité, gagné au loto, épousé un homme riche en secret? Claire a baissé les yeux, honteuse. Je n'ai jamais réfléchi. J'étais adolescente, Tu n'as pas réfléchi à 20 ans non plus, ni à 30, ni à 40. Le reproche dans ma voix était palpable. Claire s'est recroquevillée sur sa chaise. Pendant que tu vivais ta jeunesse insouciante, ai-je continué, moi je travaillais 70 heures par semaine. J'achetais, je rénovais, je gérais des chantiers, je négociais avec des banquiers qui refusèrent de prêter à une femme seule. Vous n'avez pas de mari pour cosigner, Madame Dupont? C'est embêtant. Embêtant, voilà comment ils appelèrent leur misogynie. J'ai sorti un autre document, un bilan comptable daté de 2010. Quand tu t'es mariée avec Julien, j'avais 43 propriétés. Valeur totale du patrimoine, 4,2 millions d'euros. Revenu locatif annuel net, 280 000 euros.
Tu te souviens de ton mariage? Château de Vaux-le-Vicomte, 300 invités, robe Vera Wang, orchestre jazz, feu d'artifice. Le tout pour 120 000 €. Qui a payé, Claire? Sa voix n'était qu'un murmure. Toi. Exactement. Et tu as pensé quoi? Que c'était normal? Que toutes les mères dépensaient l'équivalent de 2 années de salaire moyen pour le mariage de leur fille? Je me suis levée brusquement, incapable de rester assise plus longtemps. Tu veux savoir ce qui m'a fait le plus mal dans ce que tu as dit aujourd'hui? Ce n'est pas la comparaison avec Martine, c'est le mépris. Pas comme toi, maman, comme si je n'avais rien fait, comme si j'étais une femme oisive qui avait tout reçu sans effort. Ma voix s'est élevée malgré moi. Martine a construit une maison. Une maison. C'est admirable, vraiment. Mais moi, Claire, j'ai construit un empire. J'ai construit ton avenir, l'avenir de tes enfants. Et tout ce que j'ai reçu en retour, c'est ton ignorance et ton indifférence. Les mots sont restés suspendus dans l'air, vibrant de toute la douleur accumulée pendant des décennies. Claire pleurait maintenant sans retenue, des sanglots profonds qui secouaient tout son corps. Je la regardais, partagée entre l'envie de la consoler et celle de continuer à déverser cette vérité qu'elle avait ignorée pendant si longtemps. « Je ne savais pas », a-t-elle répété entre 2 sanglots. « Maman, je te jure que je ne savais pas. Comment j'aurais pu savoir? Tu ne m'as jamais rien dit. » J'ai fermé les yeux. Elle avait raison, et tort à la fois. Je ne t'ai rien dit parce que je voulais te protéger, parce que j'avais tellement souffert, moi, de la pauvreté, de l'insécurité, de l'humiliation. Je voulais que tu grandisses dans l'insouciance, que tu ne connaisses jamais la peur du lendemain, que tu puisses te concentrer sur tes études, tes passions, ta vie. Je me suis rassise, soudain épuisée. Mais j'ai commis une erreur monumentale. En te protégeant de mes difficultés, je t'ai privé de la compréhension de leur valeur. Tu as grandi en pensant que le confort était acquis, que l'argent apparaissait magiquement, que la vie était facile. J'ai pris une profonde inspiration. Et aujourd'hui, tu admires Martine parce qu'elle a construit une villa à 50 ans avec sa retraite et l'héritage de son mari. Tu l'admires pour quelque chose que moi j'ai fait à 38 ans, seule, veuve, avec un enfant à charge et des dettes. Claire s'est essuyé les yeux avec sa serviette en lin. « Comment elle a fait, Martine ?» ai-je demandé, ma voix redevenue calme. Son mari était médecin généraliste. Il est mort en lui laissant la maison familiale de Lyon, entièrement payée, et une assurance vie de 800 000 €. Elle a vendu la maison, ajouté ses économies, et elle a eu assez pour acheter un terrain en Provence et construire sa villa de rêve. C'est admirable, vraiment. Réinventer sa vie à 50 ans demande du courage. Mais ne compare pas l'incomparable, Claire. Elle avait un filet de sécurité. Moi, je n'en avais aucun. Le silence qui a suivi était différent, plus doux, moins hostile, comme si quelque chose commençait à se réparer entre nous. « Raconte-moi le reste », a finalement murmuré Claire. « S'il te plaît, je veux tout savoir. » J'ai hésité. Était-elle vraiment prête à entendre? À comprendre? Son regard m'a convaincue. Pour la première fois depuis des années, ma fille me regardait vraiment. Pas comme une présence acquise, une figure parentale fonctionnelle, mais comme une personne. Une femme. Un être humain avec une histoire. « D'accord », ai-je dit doucement. « Mais d'abord, mange. La sole est froide maintenant, mais le fromage est encore bon. » On a mangé en silence pendant quelques minutes. Un silence étrangement confortable, presque complice. Puis j'ai repris mon récit. Les années 2000 ont été cruciales. L'immobilier parisien explosait. J'avais le nez pour les bonnes affaires, l'œil pour le potentiel caché. J'achetais des immeubles entiers dans des quartiers en devenir. Belleville, Ménilmontant, le 10e arrondissement. Des zones que les bourgeois méprisaient encore. Je rénovais, je transformais, je créais de la valeur, mais surtout, j'apprenais. J'apprenais la finance, la fiscalité, le droit immobilier. Je lisais des livres techniques jusqu'à 3 heures du matin. Je suivais des formations le week-end. J'étais obsédée par une seule chose: ne plus jamais être vulnérable. Claire écoutait, fascinée. En 2005, j'ai fait mon premier gros coup. Un immeuble haussmannien de 7 étages boulevard Voltaire.
Le propriétaire était ruiné. L'immeuble délabré. Les appartements étaient occupés par des locataires protégés qui payaient des loyers d'avant-guerre. Une situation cauchemardesque pour n'importe quel investisseur. Je l'ai acheté pour 1 million d'euros. Une misère pour la taille et l'emplacement. Tout le monde pensait que j'étais folle. Un sourire est apparu sur mes lèvres. J'ai passé 2 ans à négocier avec chaque locataire. Je leur ai proposé des relogements décents, des compensations financières généreuses, pas d'expulsion brutale, pas de harcèlement, juste de l'humanité et de la patience. 23 des 25 locataires ont accepté. Les 2 derniers sont restés, mais ont accepté de payer un loyer raisonnable. J'ai rénové l'immeuble de fond en comble. Façade, toiture, partie commune, appartements vacants, investissement total 1 800 000 euros. Puis j'ai revendu les appartements rénovés un par un. Valeur totale des ventes 5,3 millions d'euros. Bénéfice net 1 500 000 euros. Les yeux de Claire se sont écarquillés. En 2 ans. En 2 ans de travail acharné, de négociations épuisantes, de nuits blanches à gérer les chantiers, les artisans, les problèmes imprévus. Ce n'était pas magique, Claire. C'était du travail. Le jour déclinait. La pluie avait cessé, laissant place à cette lumière particulière de fin d'après-midi, dorée et mélancolique. J'ai allumé les lampes du salon, créant une atmosphère plus intime. Claire n'avait pas bougé de sa chaise. Elle semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques heures. Après 2005, ai-je continué en nous servant un thé, j'ai diversifié, j'ai acheté des locaux commerciaux, des bureaux, même un petit hôtel particulier dans le Marais que j'ai transformé en appartement de standing. Chaque projet était un pari calculé. Certains ont rapporté énormément, d'autres moins, mais globalement, mon patrimoine croissait de 15 à 20% par an. J'ai posé la tasse fumante devant Claire. Tu te souviens de 2008 ? La crise financière mondiale ? Les banques qui s'effondraient ? L'immobilier qui chutait ? Tout le monde paniquait. Elle a hoché la tête faiblement. Moi, j'ai vu une opportunité. Les prix avaient baissé de 30%. Les vendeurs étaient désespérés. J'ai acheté 7 propriétés cette année-là, avec de l'argent emprunté à des taux historiquement bas. Tout le monde me disait que j'étais suicidaire. En 2012, quand le marché s'est redressé, ces 7 propriétés valaient le double de leur prix d'achat. J'avais multiplié mon investissement par 2 en 4 ans. Un silence, puis j'ai ajouté, plus doucement. C'est cette année-là que je t'ai acheté ton appartement, Claire, avec les profits de la crise. Tu avais 30 ans, tu venais de te marier, et je voulais te donner ce que je n'avais jamais eu moi-même, la sécurité d'un toit à toi. Des larmes ont de nouveau roulé sur les joues de ma fille. « J'aurais dû te remercier », a-t-elle chuchoté. « J'aurais dû au moins me poser des questions. »« Oui », ai-je répondu sans détour. « Tu aurais dû, mais tu ne l'as pas fait, parce que tu ne voulais pas voir, parce que c'était plus confortable de croire que tout était normal. » Je me suis levée et j'ai marché vers la bibliothèque. J'en ai sorti un album photo que Claire n'avait jamais vu. « Regarde », ai-je dit en l'ouvrant devant elle. Les photos dataient des années 90. Moi sur des chantiers, casque sur la tête, plan à la main. Moi en réunion avec des banquiers, les seuls costumes que je possédais à l'époque. Moi devant ma première agence, une petite boutique dans le 13e arrondissement avec une vitrine modeste. C'était moi, Claire, pas une héritière, pas une femme qui avait épousé un homme riche. Moi, Viviane Dupont, une veuve de 35 ans avec un enfant et des dettes. Et regarde où j'en suis aujourd'hui. J'ai sorti le dernier bilan de mon comptable. Claire l'a lu, les yeux s'élargissant progressivement. 7,2 millions d'euros, a-t-elle lu à voix haute. C'est le total de tes actifs. Oui, 53 propriétés à Paris, Lyon et Bordeaux. Revenu locatif annuel net, 428 000 euros. Sans compter les plus-values en cas de vente. J'ai refermé le dossier. Et tu sais ce que j'ai fait de cet argent ? En partie, je l'ai réinvesti. En partie, je l'ai économisé. Et en grande partie, je l'ai dépensé pour toi et tes enfants. J'ai repris la liste des dépenses, ajoutant des détails que je n'avais pas mentionnés plus tôt. Les cours de piano d'Émilie, 150 euros par mois depuis 4 ans. Les cours de tennis de Louis, 200 euros par mois. Leur colonie de vacances, 4 000 euros par été, chacun.
Leurs vêtements, leurs jouets, leurs livres. À chaque fois que tu me disais « Maman, tu peux m'avancer de l'argent ?» Je ne t'avançais rien, je te donnais. Claire cachait son visage dans ses mains. Les réparations de ta voiture après cet accident, il y a 3 ans. 8 000 € de carrosserie. Le nouveau canapé de ton salon l'année dernière, 12 000 €. Tu as dit que Julien avait eu une prime. Mensonge, c'était moi. La chirurgie esthétique. Claire a relevé la tête brusquement, les yeux écarquillés. Quoi? Ton augmentation mammaire, il y a 5 ans. Tu m'as dit que tu avais économisé. Tu ne m'as jamais dit combien ça coûtait. 7 500 €. J'ai vu le reçu quand je classais tes papiers dans ton appartement pendant que tu étais en convalescence. Elle était devenue écarlate. Maman? Je ne te juge pas, Claire. Ton corps, ton choix. Mais là encore, c'était mon argent. Parce que ton compte bancaire était à découvert ce mois-là. Comme tous les mois. J'ai soupiré longuement. Tu vis au-dessus de tes moyens depuis 20 ans. Tu gagnes 53 000 € par an. Un bon salaire pour une responsable marketing. Mais tu dépenses comme si tu en gagnais 200 000. La différence? C'est moi. C'est moi qui comble le gouffre, mois après mois, année après année. La nuit était tombée sur Paris. Les lumières de la tour Eiffel scintillaient au loin, visibles depuis ma fenêtre. Claire et moi étions toujours assises à table, mais quelque chose avait changé. La tension s'était transformée en quelque chose d'autre, une sorte de compréhension douloureuse, fragile, mais réelle. « Pourquoi maintenant ?» a demandé Claire d'une voix rauque. « Pourquoi tu me dis tout ça aujourd'hui? Pourquoi pas il y a 10 ans ou 20 ?» C'était une bonne question, une question que je m'étais posée moi-même pendant des années. Parce que j'ai eu peur, ai-je admis, ma voix se brisant légèrement. Peur que tu me rejettes, peur que tu me vois différemment, peur de détruire cette image que tu avais de moi, même si cette image était fausse. J'ai pris une profonde inspiration. Et puis, avec le temps, ton ignorance est devenue presque confortable. Je pouvais me dire que je te protégeais, que je t'offrais une vie sans souci, que c'était ça, être une bonne mère, te donner tout ce que je n'avais pas eu. Mais aujourd'hui, quand tu as comparé ce que j'avais construit au jardin de Martine, quelque chose s'est brisé en moi. J'ai réalisé que mon silence t'avait transformé en quelqu'un d'ingrat, pas par méchanceté, mais par ignorance. Claire pleurait de nouveau, mais cette fois, c'étaient des larmes silencieuses, presque paisibles. Je suis désolée, maman. Je suis tellement désolée. Je sais, mais tes excuses ne changent rien au fait que pendant 42 ans, tu n'as jamais posé la question. Comment je vivais? D'où venait l'argent? Pourquoi je travaillais autant? Tu prenais tout comme un dû. J'ai marqué une pause, cherchant les mots justes. Julien gagne bien sa vie. 110 000 € par an en tant qu'avocat d'affaires. C'est plus que convenable. Mais vous vivez comme s'il en gagnait 300 000. Vous avez normalisé un train de vie que très peu de Français peuvent s'offrir. Et tu sais pourquoi? Parce que je t'ai habitué à ça. C'est ma faute, autant que la tienne. Claire a secoué la tête violemment. Non, non, maman. Je suis une adulte. J'aurais dû savoir. J'aurais dû voir. Elle s'est levée brusquement et a commencé à faire les 100 pas dans le salon. Comment j'ai pu être aussi aveugle? Comment j'ai pu penser que mon salaire suffisait pour tout ça? L'appartement, l'école, les vacances. Mon Dieu, je suis une idiote. Une idiote privilégiée qui ne s'est jamais posé de questions. Tu n'es pas idiote, ai-je dit doucement. Tu es juste, déconnectée de la réalité financière, comme beaucoup de gens de ta génération qui ont grandi dans le confort. Je me suis levée à mon tour et je l'ai rejointe près de la fenêtre. Il y a quelque chose d'autre que tu dois savoir. J'ai hésité. C'était le moment le plus difficile, le secret que j'avais gardé le plus précieusement. Mon testament. Claire s'est tournée vers moi, les yeux rougis. Quoi? Je l'ai refait il y a 3 mois, après mon dernier bilan de santé. J'ai vu la panique traverser son regard. Tu es malade? Non, non, rien de grave. Juste l'âge qui avance. 68 ans, ce n'est plus la jeunesse. Il fallait que je mette mes affaires en ordre. J'ai sorti une enveloppe de mon sac à main, une enveloppe scellée avec le tampon de mon notaire. Ceci est une copie de mon testament. L'original est chez Maître Blanchard, rue de Rivoli. Claire a pris l'enveloppe comme si c'était une bombe. Je ne veux pas. Ouvre-le. Maintenant. Elle a obéi,
les mains tremblantes. Elle a lu, en silence, les lignes défilant sous ses yeux. Et soudain, elle s'est figée. 7,2 millions d'euros, a-t-elle lu à voix haute. À ma fille unique, Claire Moreau, née Dupont, à condition qu'elle remplisse les obligations suivantes. Sa voix s'est étranglée. Première condition. Créer une fondation d'aide aux femmes entrepreneurs en difficulté, dotée d'1,4 million d'euros, soit 20% de l'héritage. Cette fondation portera le nom Fondation Viviane Dupont. Elle a levé les yeux vers moi, incrédule. Maman, continue. Deuxième condition, verser 100 000 euros à chacun de mes petits-enfants, Louis et Émilie Moreau, sous forme de fonds bloqués jusqu'à leurs 25 ans, destinés à financer leurs études ou leurs premiers projets professionnels. Troisième condition, rédiger et publier, dans les 2 ans suivant mon décès, un livre retraçant mon parcours d'entrepreneuse. Ce livre devra être distribué gratuitement dans les lycées professionnels et les centres de formation. Claire était maintenant secouée de sanglots convulsifs. Quatrième et dernière condition, ma fille devra travailler bénévolement, à hauteur de 10 heures par semaine minimum, pour la fondation créée en mon nom, et ce pendant au moins 5 ans. Elle a laissé tomber le document et s'est effondrée dans mes bras. Je ne mérite pas tout ça, a-t-elle sanglot. Je ne mérite rien. Je l'ai serrée fort contre moi, comme je le faisais quand elle était petite. Si, tu le mérites. Tu es ma fille. Mais je veux que tu comprennes la valeur de ce que tu reçois. Je veux que tu honores non pas l'argent, mais le travail qu'il a fallu pour le créer. Nous sommes restés enlacés longtemps, mère et fille, réunies dans une étreinte que trop d'années de non-dit avaient rendue rare. Quand Claire s'est finalement détachée, son visage était bouffi de larmes, mais quelque chose dans son regard avait changé. Une détermination nouvelle. « Je vais changer », a-t-elle déclaré, sa voix encore tremblante mais ferme. « À partir de maintenant, tout va changer. » Claire, non, écoute-moi. Je vais annuler la carte de crédit. Je vais établir un budget réel. Je vais parler à Julien de notre train de vie. On va réduire. On va apprendre à vivre avec nos vrais moyens. J'ai souri tristement. Tu n'es pas obligé de tout chambouler du jour au lendemain. Ce n'était pas mon but. Si, justement, c'était ton but. Et tu avais raison. Elle s'est essuyée les yeux avec détermination. Combien je te dois exactement? Si on additionne tout depuis mes 18 ans? J'ai hésité. Claire, ce n'est pas une question de remboursement. Combien? Sa voix était dure maintenant, presque colérique, mais une colère dirigée contre elle-même. J'ai soupiré et je suis retournée chercher le dossier. J'ai sorti une feuille que j'avais préparée il y a longtemps, par curiosité morbide peut-être. Un tableau Excel avec toutes les dépenses, année par année. De tes 18 ans à aujourd'hui. 2 463 000 euros. Le chiffre est tombé comme une sentence. Claire est devenue blanche comme un linge. 2 463 000 euros. Oui. Elle s'est laissée tomber sur le canapé. Je ne pourrai jamais rembourser une telle somme. Jamais. Je ne te demande pas de rembourser, Claire. Je te demande de comprendre, de changer, de transmettre à tes enfants la valeur de l'argent que moi je ne t'ai pas transmise. Je me suis assise à côté d'elle. Louis a 14 ans. Émilie en a 12. Ils grandissent dans le même cocon doré que toi. Ils pensent que la vie est facile, que tout leur est dû. Je les vois à Noël, aux anniversaires. Des enfants adorables, mais gâtés, inconscients. Tu as une opportunité maintenant, celle de faire différemment, de leur enseigner ce que l'argent représente vraiment. Pas des billets magiques qui tombent du ciel, mais du travail, du sacrifice, de la détermination. Claire a hoché la tête lentement. Comment tu as fait pour ne pas devenir amère? Pour ne pas m'en vouloir? C'était une question difficile. Une question que je m'étais posée moi-même pendant des nuits d'insomnie. Parfois, je t'en ai voulu, ai-je admis. Quand tu te plaignais que ton sac Hermès était démodé alors que je venais de passer une semaine à gérer une crise sur un chantier. Quand tu annulais nos déjeuners parce que tu avais un brunch avec tes amis dans un restaurant à 300 € le couvert. Mais je me disais toujours, c'est ma faute, c'est moi qui t'ai élevé comme ça, c'est moi qui ai créé ce monstre. Claire a eu un rire amer. Un monstre, c'est ce que je suis. Non, tu es une femme qui a grandi dans l'ignorance. Mais l'ignorance n'est pas irréversible.
On peut en sortir, si on le veut vraiment. J'ai pris ses mains dans les miennes. Julien sait-il à quel point vous vivez au-dessus de vos moyens? Claire a secoué la tête. Je ne pense pas. Il gagne bien. Il pense que ça suffit. Je ne lui ai jamais dit que nous avions besoin de ton aide. Pourquoi? Par fierté, je suppose. Par honte aussi. Et puis, c'était plus facile de ne pas en parler, de faire comme si tout était normal. Il faut que tu lui dises, ce soir, tout. La panique est revenue dans ses yeux. Il va me prendre pour une folle, ou pire, pour une menteuse. Il te prendra pour ce que tu es, une femme qui a vécu dans l'illusion et qui choisit maintenant d'en sortir. C'est courageux, Claire. Vraiment courageux. Elle a serré mes mains très fort. Tu viendras avec moi pour lui expliquer? J'ai réfléchi un instant, puis j'ai secoué la tête. Non, c'est à toi de le faire. C'est ta vie, ton couple, ta responsabilité. Je t'ai protégé trop longtemps. Il est temps que tu affrontes les conséquences de tes choix. Elle a pâli, mais a acquiescé. D'accord, je comprends. Nous sommes restées silencieuses un long moment, digérant tout ce qui venait de se passer. Puis Claire a demandé, d'une petite voix. « Est-ce que tu m'aimes toujours, maman ?» Mon cœur s'est brisé. « Oh, ma chérie, bien sûr que je t'aime. Je t'aimerai toujours. Mais aimer n'est pas synonyme d'accepter aveuglément. Je t'aime assez pour te dire la vérité, même si elle fait mal. Je t'aime aussi, et je suis désolée. Tellement désolée. » 3 semaines se sont écoulées depuis cette conversation. 3 semaines pendant lesquelles je n'ai eu aucune nouvelle de Claire. Au début, j'étais inquiète, puis en colère, puis résignée. Peut-être lui avais-je dit des choses trop dures. Peut-être l'avais-je perdue pour de bon. J'ai continué ma vie. Mes réunions avec les gestionnaires de propriété, mes rendez-vous chez le notaire, mes déjeuners avec mes quelques amis, toutes entrepreneurs comme moi, toutes des femmes qui avaient construit leur fortune de leurs propres mains. Elles m'ont soutenue quand je leur ai raconté ce qui s'était passé. « Tu as bien fait », m'a dit Françoise, 65 ans, propriétaire d'une chaîne de boutiques de mode. Les enfants ont besoin de vérité, pas de confort mensonger. Elle reviendra, a ajouté Monique, 70 ans, ancienne PDG d'une société de conseil. Elle a besoin de temps pour digérer, mais elle reviendra. Je voulais les croire. Et puis, un mardi matin de décembre, j'ai reçu un message, un simple SMS de Claire. « Café Pinson, Montmartre, 11h demain. S'il te plaît, viens. » J'y suis allée, bien sûr. J'étais en avance, comme toujours. J'ai choisi une table près de la fenêtre, commandé un thé vert, et j'ai attendu. Claire est arrivée pile à l'heure. Déjà un changement. Elle portait un jean et un pull simple, pas de grande marque visible. Ses cheveux étaient attachés en queue de cheval, son visage à peine maquillé. Elle semblait différente. Plus jeune, peut-être. Ou juste plus authentique. « Merci d'être venue », a-t-elle dit en s'asseyant. « Je viendrai toujours quand tu m'appelleras. » Elle a souri faiblement et a sorti une enveloppe de son sac. Une enveloppe en papier Kraft, épaisse. « J'ai quelque chose pour toi. » Elle l'a poussée vers moi. J'ai ouvert, intriguée. À l'intérieur, il y avait un chèque de 19 000 €. « Claire, laisse-moi finir. » A-t-elle interrompu, les yeux brillants mais le regard déterminé. J'ai parlé à Julien. Je lui ai tout raconté, tout. Il était choqué, en colère aussi, contre moi surtout. Il ne savait pas que nous vivions si largement grâce à ton aide. Elle a pris une profonde inspiration. Nous avons refait tous nos comptes, ensemble. C'était horrible, humiliant, voire noir sur blanc à quel point nous étions irresponsables. Nous avons pris des décisions. Julien a vendu sa Porsche. Il a acheté une Peugeot d'occasion. J'ai annulé mes abonnements aux salles de sport hors de prix, aux livraisons de repas bio, aux box beauté. Nous avons retiré les enfants de l'International School. Je l'ai interrompu brusquement. Quoi? Non, Claire, ce n'était pas nécessaire. Leur éducation. Ils vont aller à l'école publique du quartier, une excellente école d'ailleurs, avec des enfants de tout milieu. Ça leur fera du bien. Ça nous fera du bien à tous. Elle a pointé le chèque. Ce n'est pas grand-chose, c'est le produit de la vente de la Porsche, moins le prix de la Peugeot. Et quelques autres économies.
Ce n'est même pas 1% de ce que je te dois, mais c'est un début. Les larmes me sont montées aux yeux malgré moi. Claire, je ne veux pas de ton argent. Je sais, mais j'ai besoin de te le donner. J'ai besoin de commencer à rembourser ma dette. Pas financièrement. Je sais que c'est impossible. Mais symboliquement, moralement. Elle a sorti un autre document. Un tableau Excel imprimé. Voici notre nouveau budget. Julien et moi gagnons ensemble 163 000 € par an. Nous avons calculé que nous pouvons vivre décemment avec 120 000. Confortablement, même. Les 43 000 restants seront divisés en 3. Un tiers pour l'épargne, un tiers pour rembourser nos quelques crédits à la consommation, et un tiers pour toi. 14 000 € par an, pendant longtemps, très longtemps. Elle a ri, mais c'était un rire triste. À ce rythme, il me faudra 175 ans pour tout rembourser, mais au moins, j'essaierai. J'ai regardé le chèque, le budget et finalement le visage de ma fille. Ce visage que je connaissais par cœur, qui m'avait tant ressemblé autrefois, avant que la vie facile ne l'adoucisse et ne le rende insouciant. « Tu n'as pas à me rembourser », ai-je dit doucement. Ce n'était jamais une dette, c'était un don, c'est ce que font les parents. Ils donnent. Oui, mais les enfants devraient recevoir avec gratitude et conscience, pas avec indifférence. Elle a attrapé ma main par-dessus la table. J'ai commencé à écrire, tu sais, pour le livre. Celui que tu veux que je publie après. Après. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. Je l'ai serré plus fort. Je ne vais pas mourir demain, Claire. J'ai encore de bonnes années devant moi. Je sais, mais j'ai réalisé que je ne savais presque rien de ta vie, de ton histoire. Alors j'ai commencé à écrire ce que tu m'as raconté ce jour-là. Et j'ai tellement de questions. Tellement de choses que je veux savoir. Tu me les poseras, et je te répondrai. Nous avons le temps maintenant. Un serveur est passé prendre notre commande. 2 cafés crème, 2 croissants. Des choses simples, mais qui avaient soudain une valeur nouvelle. Les enfants posent des questions, a repris Claire quand le serveur s'est éloigné. Sur le changement d'école, sur la voiture. Louis était furieux au début. Tous mes amis vont à l'International School. Pourquoi je dois partir ? Il criait, il pleurait. Comment tu as géré ? Je lui ai dit la vérité, enfin, une version adaptée, que nous vivions au-dessus de nos moyens, que grand-mère nous aidait beaucoup et que ce n'était pas juste, qu'il était temps d'apprendre à vivre avec ce que nous gagnions vraiment. Comment il a réagi ? D'abord mal, puis après quelques jours, il m'a demandé « Maman, c'est quoi exactement un salaire ?» J'ai réalisé qu'il avait 14 ans et qu'il ne savait même pas comment marchait l'argent. Comme moi à son âge. Comme moi jusqu'à il y a 3 semaines. Elle a souri tristement. Nous avons passé une soirée entière à parler d'argent, de budget, de comment on gagne notre vie, de la valeur des choses. Émilie écoutait aussi, fascinée. À la fin, Louis m'a dit « En fait, maman, grand-mère est genre super-héroïne. » J'ai éclaté de rire et j'ai pleuré en même temps. Mes propres larmes coulaient maintenant librement. « Il a raison, » a ajouté Claire. « Tu es une super-héroïne, ma super-héroïne. Et je suis tellement désolée d'avoir mis 42 ans à le comprendre. » Nous avons bu notre café en silence, un silence apaisé cette fois. Par la fenêtre, Montmartre se réveillait doucement, les rues pavées brillant encore de la pluie nocturne. « J'ai une dernière question, » a finalement dit Claire. « Pourquoi tu as continué ? Après avoir gagné ton premier million, tu aurais pu t'arrêter, profiter, voyager, te reposer. Pourquoi tu as continué à travailler si dur ? » J'ai réfléchi longuement avant de répondre, parce que je ne voulais plus jamais avoir peur. Peur de manquer, peur de perdre, peur d'être vulnérable. Chaque propriété achetée, chaque million gagné, c'était une armure supplémentaire contre cette peur. Mais aussi parce que j'adorais ça, construire, créer, transformer, négocier, gagner. J'étais bonne à ça. Et pour une femme de ma génération, une veuve sans diplôme, c'était grisant de réussir dans un monde d'hommes qui me sous-estimaient constamment. C'était ma revanche, ma victoire, ma preuve que je valais quelque chose. Claire a hoché la tête lentement. Je comprends maintenant, et je te promets une chose. Louis et Émilie sauront. Ils sauront d'où vient tout ce qu'ils ont.
Ils sauront ce que tu as accompli. Et si j'ai des petits-enfants un jour, eux aussi sauront. Ton histoire ne sera pas oubliée. C'est tout ce que je demande. Nous avons terminé notre café. Puis nous sommes sortis dans les rues de Montmartre, bras dessus, bras dessous, comme nous ne l'avions pas fait depuis que Claire était enfant. « Tu sais quoi ?» a dit ma fille en s'arrêtant devant une petite boutique de souvenirs. « Je vais acheter un carnet, un beau carnet, et je vais y écrire toutes tes histoires, toutes celles que tu voudras me raconter, pour que jamais je ne les oublie, pour que jamais mes enfants ne les oublient. J'aimerais beaucoup ça. » Nous avons marché encore un peu dans le froid vivifiant de décembre, nos souffles formant de petits nuages de vapeur. Et pour la première fois depuis très, très longtemps, j'ai senti quelque chose se détendre en moi. Une tension que je portais depuis des décennies et dont je n'avais même pas conscience. Ma fille n'était plus une étrangère dorée vivant dans une bulle de privilèges inconscients. Elle était devenue une femme imparfaite, certes, mais consciente maintenant, responsable et déterminée à changer. « Maman », a dit Claire alors que nous atteignions le haut de la butte Montmartre, Paris s'étendant à nos pieds dans toute sa splendeur. « Oui, merci, pour tout, pour avoir été si forte quand j'étais faible, pour avoir construit un empire quand j'étais ignorante, pour m'avoir dit la vérité même si ça faisait mal. Tu es la femme la plus incroyable que je connaisse. Et toi, ai-je répondu en l'attirant contre moi, tu es ma plus belle réussite, pas l'argent, pas les propriétés. Toi, maintenant que tu comprends enfin. » Et là, au sommet de Montmartre, mère et fille réconciliées, nous sommes restés enlacés longtemps, regardant Paris s'étendre sous nos pieds, cette ville que j'avais conquise et que je pouvais maintenant, enfin, partager vraiment avec ma fille. Le prix du silence avait été élevé. Mais le prix de la vérité, il était inestimable.